Voilà, donc c'est très chaud comme chanson. Bon, bah, Hein. Alors, donc, voilà, donc ces dames-là, elles vivent au milieu de ces Goliards. Et on verra, les Goliards lanceront une légende, la légende de la Tour de Nesle après, hein, en parlant de ces femmes, alors soi-disant. Voilà, donc on va passer. Voilà, ce qui va me permettre de. c'est bien MetaTV sur metatv.org, donc la libre antenne. Alors, on est avec Alain Benajam sur Les Rois Maudits. Alors, on a posé le Puis contexte. on a posé le contexte. Voilà, Là. social, politique, donc Voilà. avec... Et là, voilà. Bon, donc, alors, rentrons dans le vif du voilà, sujet. alors Philippe l'image 7, hein, donc on voit Philippe le Bel, alors on voit 7 et 8, vous pouvez les mettre à côté parce que 8, c'est la véritable sculpture. Hein, moi, j'habite à côté de lui, hein, je peux le voir tous les jours. Hein, c'est son gisant de Saint-Denis. On voit que son portrait, j'ai choisi celui-là parce Il que est assez ressemblant, il est assez ressemblant. De ce qu'était Philippe le Bel, et il était, semble-t-il, beau et grand. Il était très froid, il parlait très peu, il fixait les gens. le roi de fer, on le surnommait. Le roi de fer, oui, ben ça, voilà, donc 7 et 8. Et donc, il avait un ennemi, outre le pape. Hein, alors, le pape, c'était... Attends. Voilà. Comment il s'appelait ce pape? Oui, Boniface VIII, voilà. Boniface VIII. Donc, Boniface VIII avait un pote, et donc, il avait dit, c'est Bernard de Cessès, c'est un évêque de Bordeaux, il avait dit, notre roi est comme le grand-duc, le plus beau des oiseaux, mais qui ne vaut rien. Il ne sait que regarder fixement les gens sans parler. Alors là, ça, il n'y avait pas plus... Alors ça, c'est l'évêque qui balance ça sur le roi. Alors là, C'est pas très- ça a commencé les soucis avec Boniface VIII. Alors, ils auront de graves problèmes, hein, jusqu'au moment où Philippe le Bel essaiera de faire arrêter. Ouais, Voilà. le faire Donc, assassiner, Philippe Cap le Bel, il monte sur le trône en 1285, donc c'est vraiment la fin du XIIIe siècle. Et il est déjà donc endetté et déjà en but avec avec l'Église, avec l'Église en général. Donc voilà. Et Philippe le Bel va être aussi un roi constructeur. Hein. Il va modeler Paris et il va construire un magnifique palais qui a été malheureusement détruit sous Louis XVI, et donc avec l'ensemble des cathédrales, Paris aura un aspect extraordinaire. Hein. Donc on va passer les vues assez rapidement selon Alors, votre rythme. 1, Hein. déjà, c'est donc un plan de Paris. de Philippe Alors, Lebel. oui, alors peut-être que ce serait peut-être mieux avant, nos amis de la régie, c'est de passer le petit film sur Paris. Hein, parce qu'il y a ces vues, et après je vais les commenter. D'accord. Hein. Donc cette petite vidéo sur Paris, elle est comme fond sonore, elle a une musique de Guillaume de Machaut, qui est un artiste du début du XIVe siècle. Bon, il est un petit peu jeune pour l'époque, mais encore que ça donne une bonne idée de l'environnement musical de cette période qui est très riche aussi en musiciens et en poètes. Voilà. Alors, donc, j'ai passé des vues de Paris et avec cet environnement musical. Ils peuvent nous le passer, nos amis? Oui, bah oui, ils sont prêts. Ils sont opérationnels. Allez-y. Et après, je repasserai les vues. Donc, il y a Stéphane à la régie.
de retour donc sur la libre antenne, voilà, avec Alain Benajam, donc ce soir émission spéciale Les Rois Maudits. Alors on va commenter un petit peu les vues. Alors hein. les vues, là on vient de voir, donc un panorama Voilà, alors, de en Paris. fait, ce que je voulais passer, c'est l'environnement sonore de Guillaume de Machaut, c'est-à-dire la musique qu'on pouvait écouter à cette époque-là. Ouais. Hein. Et je dis encore qu'on écoutait largement, il ne faut pas dire que c'était l'art. D'ailleurs, l'art, à cette époque-là, était un art public. La sculpture était publique, l'architecture était publique, tout était public, et ces gens-là se produisaient partout, y compris publiquement. Donc là, sur la vue 8.1, donc on voit le plan de Paris. Alors ici, c'est l'enceinte Philippe Auguste, qui est encore l'enceinte de Paris sous Philippe le Bel. Hein. Elle sera étendue sur la rive droite sous Charles V. Mais là, donc, Paris est ceinturé d'une muraille. Donc, sur la vue 8.2, alors celle-ci est intéressante, c'est une miniature des rigeurs du duc de Berry. Donc, c'est une miniature qui a été faite au XVe siècle, mais Paris n'a pas changé. Hein. Là, la vue serait prise à peu près du square Henri IV, parce que la pointe de l'île de la Cité était faite d'un nombre d'îlots. Il y en avait 4-5, hein, la pointe. Maintenant, tout ça, ça a été comblé. C'est un seul, là où il y a le square Henri IV, c'est un seul endroit. D'ailleurs, c'est sur un de ces îlots qu'ont été immolés les Templiers. Et là, on voit sur cette image extrêmement... Alors, on voit la Sainte-Chapelle sur la droite, hein, qui subsiste. Et on voit les 3 tours qui restent encore, qu'on peut voir. Donc il y a les tours au toit rouge, qui sont les 2 tours dites de la conciergerie, plus la tour Crénelé. Hein. Et le magnifique palais de Philippe le Bel, dont on voit les 2 pignons, hein, deux pignons, et on verra la salle, il a été malheureusement détruit pour faire l'horreur du palais de justice. Ça, c'est un crime absolu. La vue suivante, la vue 8.3, hein, donc là, c'est une vue assez moderne, une vue cavalière du palais de Philippe le Bel, avec, donc on voit un moulin, il y avait des nombreux moulins sur la Seine, on voit un moulin, et on voit en dessous, justement ce qu'il y a aujourd'hui, la vue actuelle, hein, ça c'est vu. Alors la vue en haut, c'est vue à peu près du Louvre, hein, et vue en bas, c'est vue de la Samaritaine, pour ceux qui connaissent Paris. C'est pas tout à fait le même angle, mais ça c'est le Paris. Alors là, on voit la maison en premier plan qui est derrière le mur. En fait, ce sont les étuves, mais il y avait une porte. Directement dans les étuves. Hein. Alors, il faut dire qu'à cette époque-là, les gens étaient propres. Hein. Donc, on verra même dans l'enceinte des Templiers, il y a toujours les étuves. Hein. Les étuves, c'est là où on va au bain, on va se laver, et puis des fois, on va rencontrer des jolies dames dans les étuves. Ça, c'était comme maintenant, c'était des lieux de débauche. Hein. Et donc la vue suivante, la vue 8.4, on voit donc ces 2 tours de la conciergerie, qui tout le monde peut voir, qui sont les vestiges de ce palais. On les voit, hein, si vous allez sur les quais de la Seine, on les voit, ça va être cette vue magnifique. Moi j'y vais régulièrement voir ça, ou prendre les bateaux-mouches. Bon, tout ça, c'est très très beau, qui fait Paris une des plus belles villes du monde du fait de son patrimoine médiéval. La vue 8.5, alors là, c'est une vue de Viollet-le-Duc. Alors, heureusement qu'il y a eu Mérimée et Viollet-le-Duc, hein, parce que fin du 18e et début du 19e, notamment sous Napoléon, on a, et puis Haussmann,
on a massacré Paris. Alors, évidemment, il y avait des taudis, mais il y avait des choses magnifiques. On voit ce palais était absolument magnifique, avec cet escalier monumental. On a fait cette horreur de palais de justice à la place. Hein, c'est juste, le palais de justice est un peu en avant par rapport à ça. Vous voyez la Sainte-Chapelle qui est sur la gauche de ça. Et donc, Viollet-le-Duc a pu quand même voir un petit peu une partie de ce palais médiéval et il s'est basé sur des plans et des vues, des gravures avant la destruction. Sur la vue suivante, la vue 8-6, hein, donc on voit toujours pareil, donc ça c'est une autre gravure, c'est pas du Viollet-le-Duc. Donc on voit la Sainte-Chapelle, hein, donc il faut aller voir la Sainte-Chapelle, c'est magnifique. Alors la Sainte-Chapelle, c'est une des œuvres gothiques absolument superbes qui ont été faites sous Saint-Louis pour abriter les reliques de la Vraie Croix. Hein, d'ailleurs, avec des morceaux de la Vraie Croix, on aurait pu construire une forêt tellement qu'il y en avait. Bon, mais voilà. Et alors, elle a une particularité, cette Sainte-Chapelle, c'est qu'elle n'a pas d'arc-boutant. Normalement, on faisait des arcs-boutants parce que quand on faisait des hauteurs comme ça, ça poussait sur les côtés. Donc il y avait ces arcs-boutants qui étaient jolis, mais là, il n'y avait pas la place de les mettre. Et alors, donc, il y a une particularité architecturale, c'est qu'il y a un chaînage de métallique autour qui maintient le... Hein, donc on a commencé à mettre du métal dans l'architecture. On en a trouvé aussi à Amiens. Hein, donc tout un entourage en haut d'en haut de la voûte qui empêche la voûte de s'éclater. Donc c'est un entourage métallique. Il faut avouer que c'est beau quoi quand même, à côté de l'horreur d'aujourd'hui. La vue 8-7, alors là on voit la grande salle d'apparat de Philippe le Bel. Hein, d'ailleurs, on voit sur les autres images les deux pignons jumeaux. Donc cette salle d'apparat qui est immense, hein, où les gens attendaient d'être reçus. Il y avait des banquets, il y avait des réceptions des ambassadeurs. Il y avait sur les côtés les statues des rois de France, enfin tout ça c'était impressionnant. Philippe le Bel, c'est le premier roi soleil hein, qui montre une magnificence avec ce Paris qui était exceptionnel à l'époque. Les gens qui venaient là, ils étaient ébahis quoi, de voir ça. Ça n'existait nulle part, une telle chose. La vue suivante, alors on voit une reconstitution de vue aérienne du palais de Philippe le Bel, qui est une vue d'après des images qui ont été faites plus tardivement, hein, au XVIe siècle, parce qu'il y a un jardin au XVIIe siècle. Devant, il y a un jardin qui ne pouvait pas être un jardin du Moyen-Âge. Hein. Au Moyen-Âge, on faisait des jardins un peu plus qui folâtraient avec des herbes médicinales, des choses comme ça. Mais l'architecture n'avait pas bougé. Donc ça, c'était les remparts, c'est l'île de la Cité. Ça, c'était autour, c'est les remparts, pas de Paris, propres du palais. Propre du palais. Hein, propre du palais, et on voit sur la gauche le fameux pont au champ, je vais montrer. Hein, donc, à l'époque de Philippe le Bel, on a construit des baraques de changeurs sur ce pont-là, qui étaient les banques, en fait. Hein. Hein, alors, le banc, ça vient de banc, puis au début, on mettait un banc. Le banc, c'était des tréteaux et une table. Donc ça, c'était le banc venu du terme français banque. Et sur cette table-là, on mettait une bure, parce qu'on comptait avec des jetons sur des cadres. Hein, il y avait des cadres, on mettait des jetons, on faisait des calculs comme ça. Et sur cette bure, sur cette banque, on a appelé ça le bureau. Ah d'accord. Et donc il est venu le terme de bureau et de banque. C'est venu là, voilà. Vous savez, je vous en apprends des trucs. Dis donc. Vous allez vous cotiser pour me payer. Hein. Voilà. Alors dans la vue suivante, alors ça c'est une vue de la rive droite de la Seine. Hein, alors on voit bien qu'il y a une délimitation entre
à cette époque-là en intramuros et extramuros. Ouais. Hein. Alors, je l'ai montré celle-ci parce que vous allez voir qu'en haut et dans le coin gauche, on voit le temple. Et ce temple est hors les murs. D'accord. Hein. Donc on verra quand on parlera des Templiers de ce donjon du temple qui a été abattu sous Napoléon et qui a même servi de prison où était emprisonné Louis XVI. Donc ce donjon du temple qui était très haut et Philippe le Bel voyait ce donjon de son palais. Et ça m'énervait. Il le voyait, ça l'énervait. Ouais. Il faut dire que les Templiers gardaient le trésor royal aussi, dans ce donjon. Hein. C'est-à-dire garder le trésor royal, tout le trésor. Non, oui, le trésor royal était conservé dans le donjon du temple. D'accord. Voilà, ils en étaient les gestionnaires. D'accord. Voilà, ce qui énervait encore un peu plus, c'est pas dis donc, ils cumulaient un peu. Philippe le Bel. Alors là, c'est la vue 8-10, c'est le pont au change. Attends, parce que là, il faut que je mette mes lunettes, parce que c'est un peu le bazar. La vue 8... Alors, voilà. Donc là, c'est le pont au change. Alors, je vois pas de loin. Des lunettes, c'est juste pour voir de près mon... Voilà. Alors, donc là, c'est le pont au change. Alors, le pont au change, ces baraques ont été construites sous Philippe le Bel et elles ont été détruites au XVIIIe siècle. Bon, il y a eu plusieurs fois des incendies là-dessus et on l'appelait le pont des changeurs, maintenant c'est le pont au change. Pourquoi le pont au change? Alors il était en bois maintenant. Hein, donc c'est le pont au change, c'est celui qui débouche sur le Châtelet. Oui, tout à fait. Hein, voilà. Il débouche sur le Châtelet, ceux qui connaissent Paris, ils connaissent bien le pont au change. Alors maintenant, les gens, ils ont l'habitude sur les ponts de mettre des cadenas, des gens du monde entier, des amoureux, bon c'est marrant. Et voilà le pont des changeurs, alias pont au change, une vue qui doit être du XVIe siècle, mais qui n'a pas changé. Bougé, ouais. Alors, pour moi... Là, on est ensuite à la vue 8-11, la rue Clovis. Alors, moi, c'est le bazar dans mon truc. Donc, j'ai... Mets-moi la vue suivante, parce que... C'est la vue 8-11. La vue 8-11. Bon, alors la vue, ben voilà, j'ai la même. Alors ça, c'est... Alors, tous ceux qui peuvent aller rue Clovis à Paris vont reconnaître le seul vestige de la muraille de Philippe Auguste. C'est celui-ci. Là, on voit... comment que c'était foutu. Voilà, hein, ça, c'est un vestige donc, de cette muraille. Eh ben. C'est dans vestige. quel arrondissement, ça, rue Clovis? Oh, ça doit être dans le 4e. Le 4e, là, oui. Hein, voilà. Donc, on en a fini pour les vues de Paris. Voilà. Donc on voit que Paris est une ville à cette époque-là assez extraordinaire. Voilà. Alors, donc Philippe le Bel a un aspect que j'ai dit qui est très rébarbatif. Il parle pas, il fixe les gens et par contre il agit. Et il exigeait une soumission de ses vassaux absolument extraordinaire. Hein. Il ne voulait pas admettre qu'il y ait des manquements au contrat féodal. Et donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le roi de fer. Il était très dur. Donc on va voir dans la vue 9 l'hommage que lui rend Édouard Ier. Alors, on va reparler de ces histoires d'hommage. Hein, on peut passer la vue 9. Déjà, on voit que l'hommage, il y a les mains jointes, voilà. L'autre qui prend, vas-y. Voilà, hop, voilà, c'est ça. Voilà. Et puis, alors, on dit tu es mon homme. Rappelons, et après, il se roule. Rappelons qui est Édouard Ier. Mais là, il s'embrasse sur la bouche. Oui, il s'embrasse sur la bouche. Ah oui, d'accord. Alors, rappelons qui est Édouard Ier. Parce que... Alors, Édouard Ier, donc il a eu quelques soucis. Oh, c'est pas des soucis très très graves avec l'Angleterre. Hein. Donc, il faut savoir que
la Guyenne, enfin toutes les possessions des Plantagenets ont été confisquées par Philippe Auguste. Hein, parce que du fait, les gens sans terre avaient été excommuniés. et même Philippe Auguste a essayé de débarquer en Angleterre. Hein. Il s'est dit, tiens, pourquoi pas, je vais prendre le tout. Mais bon, il n'a pas pu. Mais toujours est-il qu'il a pu conquérir quand même les armes à la main l'ensemble des possessions Plantagenets qui possédaient à cette époque-là pratiquement le tiers du royaume de France, un bon tiers, hein, toute la façade atlantique. Bon, il a conquis tout ça, les armes à la main. Jean Santerre n'était pas un guerrier émérite comme l'était son frère Richard Cœur de Lion. Et Saint-Louis, qui était quand même assez sympathique, il a dit, bah non, bah, je vais lui rendre quand même la Guyenne. Bon, alors il a rendu la Guyenne, le Aquitaine, c'est pareil, il a rendu ça. Et puis, mais quand même, les Plantagenets faisaient la tête parce qu'ils se disaient, oui, bah, c'est bien, mais nous, on a aussi la Normandie. Et les Plantagenets étaient très, très attachés à la Normandie, à l'Anjou, puisqu'ils venaient de l'Anjou. Et donc, l'Aquitaine, c'était un apanage féminin d'Aliénor. Voilà. Bon, alors il y a eu une petite histoire, il y a eu des marins anglais qui ont agressé des marins français à Bayonne, il y a eu des massacres, et puis, non c'est le contraire, c'est les marins français qui ont agressé les Anglais à Bayonne, et puis ensuite il y a eu des marins anglais qui ont coulé des navires français, donc il y a eu des problèmes, et finalement, Philippe le Bel a protesté, a demandé que le roi d'Angleterre punisse les coupables, il n'a pas voulu, de toute façon il faisait la tête, de toute façon il avait peut-être un peu fomenté ces troubles-là pour histoire de rentrer en guerre, essayer de récupérer les possessions confisquées des Plantagenets. Donc il a commencé par y avoir un conflit armé, et souvent dans les conflits armés c'est son frère Charles qui s'en occupait. Et puis, bon, les Anglais n'ont pas fait le poids et ils ont demandé la paix. Et donc là, Édouard Ier, souvent ça se terminait comme ça, donc le vassal, Édouard Ier était vassal pour ses possessions sur le royaume de France. Voilà. Il était roi en Angleterre, il était totalement souverain, mais pour ses possessions en France, il était comme le roi de France, était son suzerain était au-dessus de lui. Donc il lui a demandé, Philippe le Bel, de lui rendre hommage. De lui rendre hommage. Et donc c'est parce que ça avait, il faut quand même le préciser, ça avait une véritable valeur. Ce serment, c'était un serment sacré. C'était absolument sacré au Moyen-Âge. Il ne s'agit pas de rigolade, c'était vraiment un serment. Quand il faisait ce serment, c'était très important. Ça signifiait beaucoup de choses. Et alors, on l'a ramené aussi à des serments entre hommes et femmes. Hein. D'ailleurs, non, c'est pas ça. En fait, c'est le serment féodal qui était un peu similaire à un serment entre époux. En fait, ils étaient époux. Hein. Ils étaient mariés, quoi, au sens. C'est pour ça qu'il y a une connotation sexuelle à cet hommage. Ils s'embrassent sur la bouche. Hein. Bon, donc, ils sont mariés, quoi. Voilà. Hein. Et donc les affaires avec l'Angleterre seront vite réglées, mais manque de peau, l'anglais il s'est associé avec le comte de Flandre, Guy d'Dampierre. Et c'est là où vont venir les gros soucis. Donc dans les premiers conflits armés entre le royaume de Philippe le Bel d'un côté et de l'autre côté l'alliance entre Guy d'Dampierre, comte de Flandre, et Édouard Ier, finalement les deux seront battus. Guy d'Dampierre va aller rendre hommage à Philippe le Bel, mais il va le garder prisonnier. Voilà. Hein, le vieux Guy d'Dampierre. Mais voilà. Et donc ça va pas plaire. Bon. Donc, on verra derrière tout ce que ça va engendrer en Flandre, parce que ça va être un côté extrêmement important, d'ailleurs pour la Flandre comme pour la France, de ce conflit.
avec la bataille de Courtrai, qui est très très connue par les Flamands, puisque c'est le jour 1302 de la bataille de Courtrai, c'est leur fête nationale des Flamands belges. Hein. Donc, bon, à un moment, donc il est tranquille. Donc là, on va parler du conflit, je ne vais pas trop déraper, parce qu'il y a encore pas mal de choses, du conflit avec le pape. Donc, on a vu qu'il y a 4 grands conflits, hein, le conflit anglo-flamand, mais surtout flamand. Hein. Il y a le conflit avec le pape, le conflit avec les Templiers et la grande affaire des brûles du roi et de toute la succession Philippe le Bel. Donc là, le conflit avec la papauté. Donc le pape Benoît VIII, alors c'est la vue 10, ce fameux pape Benoît VIII, Boniface VIII, qui est... non, c'est Boniface, c'est pas Benoît. J'ai dit Benoît ? Non, c'est Boniface VIII. Ouais, c'est Boniface VIII. Bon, Boniface VIII qui est vraiment le grand ennemi de Philippe le Bel, qui l'énerve au plus haut point. Et donc, ce pape pond une bulle, d'ailleurs, en 1302, que c'est la bulle Ausculta Fili, qui explique qu'il y a une supériorité du pouvoir spirituel sur le pouvoir temporel. Donc, il prend tous les pouvoirs. Quoi, donc il dit, voilà, toi Philippe le Bel, t'es qu'une marionnette, et puis c'est moi le chef. Si t'es pas content, t'es excommunié, puis alors je vais dire à l'empereur ou à roi d'Angleterre d'aller te piquer ton royaume. Voilà, c'est à peu près ça, quoi. Ouais. Hein. Et cette bulle Ausculta Fili vraiment déplaît au plus haut point. Attends, apparemment ton micro est tombé. J'ai plus de micro. Ah bah voilà, c'est pour ça. On s'entend bien. Alors on m'entendait pas ? Ouais, si, mais moins bien. Alors on va remettre du direct. Alors je disais que cette bulle déplaît. Et donc lui, il va, Philippe le Bel, donc... alors une bulle, c'est une espèce de décret papal, c'est oui, ça oui. Donc décret papal, il dit, moi mon pouvoir est au-dessus de tous les autres. En gros, c'est la Commission européenne aujourd'hui, quoi. C'est un genre de feuille de Barroso. C'est pas fulminé, bon bah je prends le pouvoir sur tout le monde et vous n'avez plus qu'à vous une taire. bulle, et puis il y a la fulmination. Quand tu fulmines une excommunication. Quand tu fulmines, c'est grave. Ah d'accord, ça c'est très grave, d'accord. Mais ça, c'est une bulle. Donc, il prend sa bulle, et donc Philippe le Bel lui plaît pas du tout, donc il va convoquer un concile, enfin les premiers états généraux, ce qui étaient des états généraux, donc avec la bourgeoisie, la noblesse et le clergé, et il fait lire cette bulle qui était trafiquée par Nogaret, hein. Et donc il a fait disséminer partout dans le royaume la bulle qui a été trafiquée par Guillaume de... Trafiquée dans quel sens là, c'est-à-dire il a grossi les aspects négatifs. Ah voilà, d'accord, il a fait encore plus. En disant, ce pape, il a dit partout, regardez, le pape, il veut régner sur la France, c'est pas bien, il veut prendre le pouvoir des Français. Et donc, c'est vrai que Philippe le Bel sera pris par les républicains ou pseudo-républicains du XIXe siècle comme un roi, on va dire, qui a commencé à établir une administration et un roi nationaliste. Hein, voilà, il aurait défendu les prémices d'une nation française, et notamment contre le pouvoir excessif de l'Église. Et aussi, lui, Philippe le Bel, il avait besoin d'argent, il n'acceptait pas que l'Église puisse lever des impôts qui aillent enrichir l'Église et la papauté.
Ça, il n'aimait pas ça. Et donc, dès 1296, donc, il va, là on va un peu en avance là, il va imposer, il va taxer le clergé. D'accord. Et ça plaira pas au pape. Donc, il y a plein de problèmes comme ça. Alors, et après la taxation des impôts levés par le clergé, le pape le menace quand même d'excommunication. Il y a encore toujours le fameux rituel, excommunication, tout le monde peut attaquer, on peut s'attaquer. Alors, donc après cette affaire de la bulle d'Auguste Affili en 1302 et la réunion de ces états généraux où il montre du doigt les méfaits du pape et de l'Église, il va envoyer son homme, alors c'est vraiment son homme, Guillaume de Nogaret. Guillaume de Nogaret, oui. C'est son homme de confiance et c'est son homme des bases. Alors, Guillaume de Nogaret, il faut savoir quand même, parce que c'est un sacré lascar, qui lui est absolument ce pape et les Templiers. Il est. Et pourquoi il est? Parce que, alors là, il y a un aspect que j'ai trouvé et qui, je pense, qui est un des moteurs de tout ça. Guillaume de Nogaret est quelqu'un du comté de Toulouse, il vient du Midi. Il est d'essence bourgeoise et non pas noble. Il a été anobli dans ce qu'on appelait une noblesse de robe, des gens qui sont dans l'entourage du roi, qui sont anoblis. Mais son père a été pendu parce qu'il était accusé d'être un cathare. Et donc il vient de ce Midi qui est excessivement anticlérical et qui l'est resté encore jusqu'à nos jours. Ce Midi du Languedoc n'aime pas les papistes. D'ailleurs, il va plus tard se lancer dans la réforme et il va devenir très largement protestant. Il est garde des Sceaux, Guillaume de Nogaret. C'est le garde des Sceaux de Philippe le Bel, c'est ça? Oui, enfin, il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de titre. Non, celui qui va gérer le pognon, c'est Enguerrand de Marigny. Ouais. Lui, c'est son homme de confiance. Il participe au Conseil du Roi. Et on a passé la vue 10, la vue 10 où on voit Boniface VIII. Et, donc, là, c'est la vue 11, donc après... Non, c'est la vue 10, parce qu'on va parler de l'épisode d'Agnani, qui est un épisode important. Philippe le Bel va envoyer Guillaume de Nogaret arrêter le pape. Il dit, on va l'arrêter, allez, carrément. On l'arrête, donc Boniface VIII. Et donc le pape s'est réfugié à Agnani, dans une de ses résidences, et ils envoient donc une troupe de plusieurs centaines d'hommes d'armes. Ils rentrent dans la ville et ils se saisissent du pape. Les gens de la région sont stupéfaits, ne bougent pas, ils ont peur. Et donc même le pape est frappé, soit par Nogaret, on dit qu'il aurait giflé le pape, soit par un de ses compagnons qui était avec lui. Il est frappé, jeté à terre. Humiliation, pour le pape. Alors, on dit l'histoire, donc quand Nogaret et ses hommes d'armes arrivent, donc le pape s'est mis en majesté, avec tous ses habits de pape, il est sur sa chair, et donc il dit, voilà, je vais mourir en pape, et puis quand même les gens sont impressionnés, et ils savent pas trop quoi faire. Et Guillaume de Nogaret aussi, il hésite. Donc, ils veulent l'emmener à Lyon, parce que Lyon a été prise, qui était une ville d'empire, venait d'être prise par Philippe le Bel. Ils veulent l'emmener à Lyon, et finalement, les gens d'Agnani se révoltent et massacrent un certain nombre d'hommes d'armes de la troupe française, et Guillaume de Nogaret doit fuir sans avoir pu se saisir du pape. Mais voilà, donc là, le pape, en
aura une haine féroce contre Philippe le pape. Là, on voit la tête de Guillaume de Nogaret, ouais. Lui fait une paire de claques quand même, c'est pas mal. Hein. Voilà, donc Guillaume de Nogaret, fils de Cathare, ce qui explique, parce qu'il faut voir que ce midi a été envahi par des croisés, par des gens avec la croix, manteau blanc, croix rouge, et ça a duré, ils ont massacré, pire qu'en Terre Sainte. Hein. Il faut voir quand ils prennent la ville de Béziers, ils tuent tout le monde. Tout le monde est tué. Voilà. Alors, c'est quand même des comportements d'une extrême violente quand ils prennent Carcassonne, donc il y a le comte Trencavel qui est très aimé, d'ailleurs il y a toujours la statue du vicomte Trencavel à Carcassonne, qui lui arrive à sauver sa population. Hein. Il va voir Simon de Montfort, il dit non, moi je me constitue prisonnier, mais tous les habitants de Carcassonne sont obligés de partir, et donc le vicomte Trencavel est mis au fer avec des chaînes et il meurt en prison. Donc voilà, donc c'est très très dur. Et quand on va dans le Midi, quand on va dans cette région-là, hein, j'ai fait le canal du Midi en bateau une fois, on discute avec les gens, encore aujourd'hui, ils parlent toujours de cette croisade des Albigeois, ils ont une dent contre les gens de la région de Versailles, parce que la plupart des hommes de Simon de Montfort étaient des Yvelines. Voilà. Et donc ils ont encore une dent, et donc ça est resté, et ce Guillaume de Nogaret, cette histoire de croisade est encore fraîche, son père était cathare, et lui, on voit bien qu'il hait ces gens-là. Ouais, voilà. C'est Templier et ce pape. Voilà. Et donc, voilà, on sent qu'il est content de faire les bases œuvres de... Alors donc là, vous avez vu Nogaret, et donc après la mort du pape, donc il y a le Boniface VIII, il est vieux, il a 80 balais, donc il a eu quand même là quelques il a eu quand même un peu la trouille, hein. Bon, donc il meurt rapidement après. Donc il y a un pape de transition qui s'appelle Benoît XI, et donc alors Philippe Lebel, alors là il joue, il joue bien. Il influence l'élection en fait. Ah oui, parce qu'il se dit, oui, le pape, c'est lui qui fait la pluie de beau temps. Oui, bah clairement. D'ailleurs, moi, le premier métier que je voulais faire quand j'étais môme, c'était pape de Rome. Alors tu vois, donc c'est bien quand même, c'est quelque chose. Et donc, il a un pote qui s'appelle Bertrand de Gaulle, qui est archevêque de Bordeaux, qui est un homme à lui. On verra que il va réussir à faire monter ce pape sur le trône de Saint-Pierre, et c'est ce Bertrand de Gaulle, sous le nom de Clément V, qui va avaliser la destitution des Templiers. Voilà. Alors, il s'installe à Avignon. Et en plus, il va s'installer à Avignon, et pendant, il y aura 5 ou 6 papes qui vont se succéder. Le fameux palais des papes. On le verra. On le verra. On le verra. Et donc, Benoît XI, donc, c'est un pape de transition, et en 1305, Bertrand de Gaulle devient pape, et il va s'installer à Avignon, et ses successeurs vont y rester jusqu'en 1376. Alors, c'est une affaire quand même relativement importante, parce que ça va beaucoup déplaire aux Italiens que ces papes français s'installent en Avignon, et que les Français aient la haute main sur le pape. Qui va être excommunié. C'est toi. Bon, alors quand même, sacré pouvoir. Trop de pouvoir. Donc lui, Philippe Lebel s'est dit, le pape, je vais m'en faire la marionnette. Il le garde sous sa main, pas trop loin.